Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Lestienne, responsable du pôle de l'inventaire du patrimoine aux archives. Je suis accompagnée donc de mes collègues, Cécile Ribet, chef du service, et Roselyne Chapeau, archiviste en charge du classement des archives des petites communes. Donc, nous allons vous proposer donc un petit itinéraire dans les sources et le patrimoine bâti de la santé de notre département. Alors, cette idée en fait remonte en fait en 2017. Où certains d'entre nous, parmi l'équipe des archives, avons participé au numéro thématique de la revue In situ, qui était consacrée au patrimoine de la santé. Alors la revue In situ, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une revue numérique qui est éditée par le ministère de la Culture depuis maintenant plus de 15 ans et qui propose 2 à 3 fois par an des numéros thématiques, sur des thématiques patrimoniales. Vous voyez, le dernier numéro, c'est sur le patrimoine des frontières. Donc on a des grandes thématiques et on traite les sujets de manière nationale ou mondiale. Alors, coordonné par Isabelle Duhaut et moi-même, ce numéro consacré à la santé en fait, avait plusieurs objectifs. Le premier était de réunir des contributions sur l'histoire des bâtiments de la santé, mais au sens large, c'est-à-dire qu'on s'intéresse aussi bien aux hôpitaux qu'aux sanatoriums, ou tout autre édifice en lien avec ce thème, donc qu'il s'agisse des thermes, des dispensaires ou des bains-douches. Il y avait aussi des contributions sur les collections d'objets médicaux ou anatomiques. Donc, on appréhendait vraiment le sujet d'un point de vue scientifique au sens large. Le deuxième objectif était d'appréhender les sources qui nous permettent d'étudier ces bâtiments ou ces objets. Donc, d'où la contribution des collègues des archives départementales qui ont fourni deux beaux articles. L'un sur les fonds des petites communes, le fonds déposé des petites communes aux archives consacrées à la santé, et un deuxième article sur les archives de l'ancienne DAS, qui avait été rédigé par Stéphanie Perrin et qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. Le troisième objectif était de réfléchir aux enjeux de la conservation et de la reconversion de ces patrimoines, donc un sujet très actuel qui pose beaucoup de questions. On était aussi à un moment en 2017, on l'est toujours, à un moment crucial dans l'actualité où on parle beaucoup de fermeture d'hôpitaux, de reconversion de sites. Et enfin, le quatrième objectif était de confronter les points de vue des universitaires, des chercheurs, des professionnels du patrimoine sur ces sujets. Et c'est aussi l'ambition de la revue In situ, c'est de ne pas rester dans un domaine de compétences, dans une seule discipline. Alors l'objectif de cette conférence est de présenter un panorama de ces questions liées aux patrimoines écrits et bâtis de la santé dans le Val d'Oise. Notre intervention s'articulera en 3 temps. Un premier temps consacré à une présentation générale des fonds conservés aux archives sur ce thème. Un deuxième temps plutôt sur l'histoire des édifices de la santé dans le département. Et enfin, un troisième point qui sera plus aussi une conclusion et une ouverture sur justement ces enjeux de conservation concernant ces patrimoines écrits et bâtis. Voilà, donc je passe la parole à Cécile Ribet qui débute la conférence avec les sources. Donc s'agissant des sources, et puisque nous sommes archivistes, les archivistes sont friands et commencent toujours l'étude d'un fonds par poser le contexte. Donc je ne vais pas m'en priver et je vous propose de voir santé et archives. Alors évidemment, on commence toujours par un petit rappel étymologique et du grec au latin pour aller dans le sens du fil du temps toujours. Je vous propose cette petite illustration de la déesse Hygie, pour l'appeler en français, on va dire, avec cette reproduction du tableau de Klimt, qui a malheureusement brûlé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et du caducée,
de cette déesse de la santé que vous retrouvez bien sûr au fronton de toutes nos pharmacies. La santé, c'est se tenir debout, c'est être sain. Donc quand on vous souhaite la santé en levant un verre, eh bien c'est plutôt positif. Mais quand on vous souhaite la santé au Nouvel An, c'est aussi pour que vous la gardiez tout au long de l'année et donc d'être en parfait état. Et je reprends la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé de 1946. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, donc ça nous donne quelque chose de très large, cette variété que l'on va pouvoir voir tout au long de notre conférence. Alors, des repères chronologiques. Encore, bien sûr, le Moyen-Âge et les temps modernes nous font nous souvenir que le mot hôpital, ça vient surtout du mot hospitalité. L'hébergement est le principe de départ de l'hôpital pour les pèlerins, pour les malades, assurés dans les domus dei, c'est-à-dire ce qu'on appellera en français les maisons-dieux ou hôtels-dieux. L'hébergement, c'est principalement l'hébergement des pauvres, par souci de charité chrétienne et moins par vocation médicale que les hôpitaux se développent au Moyen-Âge. On parle aussi au XIVe siècle de lieux pitoyables. En périphérie des villes, d'orphelinats, de sous-populaires. L'hôpital est à la fois tout ça et de surcroît le refuge des malades nécessiteux. Au temps moderne, la pauvreté incite l'État à recourir à des moyens pour gérer les pauvres. Et ça va être la naissance en 1656 de l'hôpital général pour aller sur une gestion de la pauvreté. Donc Louis XIV demande la création d'un hôpital général dans toutes les grandes villes pour y refermer pauvres, vieillards, vagabonds, enfants, orphelins et prostituées. On est donc plutôt sur un principe de maison de correction, évidemment, que de maison de soins. Pourtant, évidemment, le courant philanthropique commence à se développer et donc on voit apparaître en France à la fin du règne de Louis XV une volonté d'aller sur une assistance aux pauvres. Cela vient en complément du traditionnel courant de charité, et donc hérité du Moyen-Âge. Au XIXe siècle, on voit évidemment une émergence complètement différente. Et alors là, pour éviter de vous faire la liste, je vous ai mis toutes les grands courants, les grandes lois, les grandes évolutions qui se sont faites. Et donc vous pouvez voir qu'on est sur une mutation vraiment importante de la notion de santé, mais aussi l'apparition donc de la notion d'assistance, qui donc jusque-là était un petit peu entremêlée. En 1796, la gestion des hôpitaux, qui avait été évidemment confisquée au clergé en 1790, est confiée aux communes. En même temps, on crée des bureaux de bienfaisance. Le maire, en 1837, reçoit des pouvoirs de police sur la gestion de la mendicité et de la salubrité. Tout un mouvement va évidemment se faire en parallèle, vous l'aurez deviné, des évolutions scientifiques qui vont permettre de découvrir les vertus de l'hygiène, de la lutte contre les maladies et à la fin du XIXe siècle, la révolution pasteurienne. Avec la Troisième République, on a aussi un enjeu politique. D'avoir une population nombreuse et en bonne santé, avoir une population que l'on va faire naître. Vous avez sans doute vu dans notre hall un magnifique trousseau de maternité qui nous a été aimablement prêté. Et puis, la grande loi de santé publique de Waldeck-Rousseau, l'idée d'avoir un service médical des pauvres, comme atelier de réparation de l'outillage le plus important, l'outillage humain. Voilà, on est dans des visées
moralisatrice et de lutte contre la dégénérescence de la race. C'était une des idées de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. À la période moderne, on a un grand mouvement de réforme qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, puisque entre 1941, l'étatisation des hôpitaux et le projet de loi qui est actuellement en discussion au Sénat, donc voilà, je fais un grand pas, mais ça permet de faire le lien jusqu'à ce projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Les archives dans tout ça, eh bien les archives, elles sont au début archives de gouvernance. Les archives, ça sert surtout au départ à gérer une administration. Et puis au fil du temps, ça devient un objet patrimonial. Donc les archives matérialisent l'évolution dont je viens de vous parler. Et si elles sont conservées, c'est parce qu'au départ, elles légitiment l'action de l'établissement, de l'administration. Elles sont alors conservées au sein même du bâtiment, de l'administration, en l'occurrence l'administration hospitalière. Et ce sont surtout des données de gestion. Donc on va compter ce qu'on achète pour nourrir les malades, combien on achète de draps. Donc on a des archives essentiellement de gestion, d'économat, et peu qui illustrent la recherche médicale ou l'histoire de la médecine en elle-même. Après la Révolution, le contenu est un petit peu plus similaire, mais comme la fonction hospitalière s'étoffe, on a également un élargissement du contenu des documents. On a une mutation patrimoniale. Avec le temps, les archives deviennent un objet patrimonial, avec ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, l'utilité primaire, donc objet de gouvernance, et l'utilité secondaire, l'objet patrimonial, qui sert à la recherche historique. Et à ce moment-là, c'est là que les archivistes interviennent. Alors ça faisait un moment qu'ils pouvaient avoir un œil sur les archives des hôpitaux, et quand les archivistes réussissent à intervenir à partir du milieu du XIXe siècle, évidemment, ils vont faire œuvre de classement et de tri. Voilà, c'est le principe du métier. Et donc, c'est comme ça qu'on a ce cadre de classement qui permet de répartir les archives hospitalières en différentes thématiques. Voilà le cadre de classement de 1854. Voilà, donc vous avez l'ensemble des répartitions qui peuvent se faire de façon thématique pour les archives hospitalières. Alors, est-ce que, une question peut se poser, est-ce que ce sont des archives comme les autres? Y a-t-il des similitudes entre des archives administratives et des archives hospitalières? Eh bien, oui et non, évidemment. Depuis la loi de 1979, qui régit les archives, qui a posé le cadre de gestion des archives publiques, les archives des établissements de santé publique sont soumises aux mêmes règles, c'est-à-dire des obligations relatives à la conservation, à la communication et à la mise en ordre des fonds. Le contrôle scientifique et technique du directeur des archives départementales s'exerce aussi sur les archives hospitalières publiques. De la même façon, sur la gestion classique des archives se matérialise dans les durées d'utilité administrative. Là, je vous donne des mots très techniques, très de notre profession, mais qui sont intéressantes à partager. Et ces durées, c'est la durée pendant lesquelles, je bégaye beaucoup, on conserve dans l'établissement les documents. Alors, ce sont à peu près les mêmes principes que pour les archives administratives, mais il y a là aussi des petites différences, c'est-à-dire que des durées d'utilité très longues pour les dossiers patients. 20 ans à compter du dernier passage, 28 ans pour les archives, les dossiers patients des mineurs, 40 ans pour les dossiers de recherche médicale. Donc évidemment, on a un œil particulier là-dessus.
Des choses classiques de gestion d'archives sur les règles de communicabilité au public, bien sûr, mais aussi un accès au dossier médical très réglementé. Donc voilà, un œil particulier sur les archives médicales. Évidemment, il faut aller sur de la conservation matérielle. Alors, la particularité des archives médicales, c'est qu'on peut avoir des choses très, très volumineuses, des volumes de dossiers patients extrêmement importants qui obligent les établissements hospitaliers à avoir des stratégies de conservation et à recourir, par exemple, à l'externalisation, c'est-à-dire à confier à des prestataires de stockage les volumes importants qu'ils ont à conserver. On a aussi des particularités pour les établissements de statut privé qui doivent qui doivent gérer aussi la conservation des dossiers patients de la même façon. Et puis un petit regard aussi sur les éliminations, parce qu'il faut savoir que quand certains dossiers ne sont plus conservés, on les élimine, on les détruit, on ne peut pas tout garder. Eh bien, ça, on le fait de façon très très classique, mais il faut aussi dans les dossiers médicaux faire un petit cas particulier sur les radiographies, parce que les radiographies, ça ne se défrite pas n'importe comment, c'est polluant. Donc là aussi, encore une particularité des archives médicales, c'est qu'on ne détruit pas les radiographies de la même façon, de façon à ne pas polluer l'environnement. Voilà, c'était un petit focus sur comment on gère les archives. Et donc, je vais passer la parole à Roselyne, qui va faire qui va vous brosser de façon un petit peu plus précise ce qu'on peut trouver. Un petit panorama rapide donc des sources qu'on peut trouver aux archives départementales du Val d'Oise. Je vais t'emprunter la souris. Donc, dans un premier temps, et puis donc dans un second temps, je vous représenterai un petit peu plus précisément les deux ensembles qui avaient fait l'objet d'articles donc dans la revue In Situ dont on a parlé en introduction. Donc, excusez-moi. Donc, le panorama que je vais vous présenter n'est pas un panorama exhaustif, c'est simplement une présentation des pistes principales à explorer chez nous aux archives départementales quand on s'intéresse aux archives à la thématique de la santé. Cécile vous a parlé de l'existence d'un cadre de classement pour les archives hospitalières avec un système de thématiques représenté par des lettres, ce qu'on va nous appeler des séries dans notre jargon. Donc on va retrouver en fait le même principe de classement pour les archives départementales et pour les archives communales. On a des grandes thématiques qui sont définies par une lettre et qu'on appelle des séries. Donc ça fonctionne pour les archives départementales jusqu'en 1940, pour les archives communales soit 1940, soit début des années 80, et ensuite on va basculer sur une lettre unique, la lettre W, donc tous les versements ensuite ont la même cote en W, et on n'est plus sur du classement thématique, mais sur du classement continu. Donc pour en revenir à nos sources concernant la santé, si on essaie de catégoriser un petit peu, on peut tout d'abord essayer de faire un point sur les archives qui vont concerner les établissements hospitaliers. Donc si on essaie de prendre une vision chronologique, antérieurement à la Révolution française, on l'a dit, ce sont les établissements religieux, les institutions religieuses qui vont être chargées de gérer, de donner les soins aux malades. Donc dans les archives, on va trouver ces documents dans les fonds relatifs au clergé, donc, qui sont chez nous les séries H et série G. Pour la période révolutionnaire, alors cette période-là, qui est très courte, 1790-1800 pour nous, elle est considérée comme une thématique propre. Donc en fait, tous les documents concernant la période révolutionnaire sont conservés dans cette série L. Donc c'est là éventuellement qu'on pourra trouver des documents sur les établissements hospitaliers. Pour le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, l'ensemble de référence sera celui consacré à l'assistance et à la prévoyance, donc qu'on appelle la série X chez nous. Et si on s'intéresse plutôt à la construction des bâtiments, on va trouver des informations dans l'ensemble consacré à l'administration générale, à la comptabilité départementale, donc c'est la série N. Et dans cette série N, il y a une sous-thématique qui s'intéresse plus précisément aux immeubles et aux bâtiments des départementaux, donc c'est la sous-série 4N. Et donc par exemple, chez nous, dans cette sous-série 4N, vous allez trouver par exemple des dossiers concernant la construction de dispensaires d'hygiène,
dans certaines villes du département, ou, pour ne pas le citer, le fameux sanatorium d'Incourt. Voilà, on a un bon ensemble de dossiers sur la construction de ce bâtiment. Et puis donc pour la période contemporaine, donc à partir des années 40, donc il va falloir aller chercher dans les services et les établissements ces fonds qui vont être regroupés dans la série W. Alors, c'est comme je vous l'ai dit, compliqué d'être exhaustif. Il pourra s'agir soit d'archives médicales, notamment des dossiers médicaux. On a quelques établissements qui nous ont déjà versé des dossiers de ce type, des dossiers avec des informations médicales, donc qui vont être soumis à un délai de communicabilité assez important, évidemment, secret médical. Donc on va être sur le délai le plus long de communicabilité du Code du patrimoine, c'est-à-dire 120 ans à partir de la naissance du patient. Il peut s'agir aussi d'archives administratives qui vont apporter de nombreuses informations sur le fonctionnement des établissements, et on va y revenir un petit peu plus tard dans cet exposé. Donc voilà pour on va dire une progression chronologique, et puis il y a également des fonds, on va dire transpériodes, qui sont représentés par les fonds d'établissements hospitaliers communaux qui peuvent être éventuellement déposés aux archives départementales. Donc c'est ce qu'on appelle les H-dépôts, qui vont couvrir donc une période qui peut être antérieure à la Révolution jusqu'à une période très récente. Alors pour information, actuellement il y en a 3 qui sont conservés dans nos locaux, qui ne sont pas classés, ce sont des entrées récentes. Donc je vous les signale simplement. En 2012, on a pu récupérer le fonds de l'Hôtel-Dieu et Hôpital-Hospice de Beaumont-sur-Oise. En 2014, on a un petit versement du centre hospitalier de Montmorency pour une période récente, années 70 à 90, avant la fusion en fait, avec Aubonne. Et puis le dernier, en 2017, concerne l'hôpital de Marly-la-Ville, donc là encore avec des documents antérieurs à la Révolution française. Donc voilà pour les grands ensembles de sources concernant les établissements hospitaliers chez nous. On peut, dans un deuxième temps aussi, s'intéresser aux archives relatives à l'assistance médicale au sens large. Donc ça va recouper ça plus des préoccupations sociales, puisqu'on l'a vu au départ, l'assistance, c'est aussi l'assistance aux plus pauvres, aux plus démunis. Donc on va un petit peu retrouver la même organisation, les mêmes grands ensembles que précédemment. Toujours pour la période antérieure à la Révolution, les archives du clergé, donc série H et G, on retrouve la même chose. La période révolutionnaire, c'est toujours la série L, ça ne change pas. Le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, on retrouve notre thématique assistance et prévoyance sociale en série X. Et donc, à partir des années 40, les versements des services cotés en W, où là, on va pouvoir, par exemple, récupérer tout ce qui concerne la PMI, la protection maternelle et infantile. On va récupérer les dossiers des services, par exemple, qui s'occupent de toutes les mesures d'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Il y a des évaluations médicales qui sont faites dans le cadre de ces mesures d'aide, ou encore, pour une mission État, les dossiers de placement d'office en hôpital psychiatrique qui sont décrétés par le préfet. Donc ça aussi, voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de ce qu'on peut récupérer ici dans notre bâtiment. Et puis donc, en fond, on va dire toute période, on va trouver des archives déposées des communes de moins de 2000 habitants, donc ce qu'on appelle les E-dépôts, qui couvrent essentiellement la période 19e siècle et donc première moitié du 20e siècle. Et donc, on a, je vous ai dit pour les archives départementales, une thématique assistance et prévoyance qui est représentée par la série X. On va trouver la même pour les archives communales, mais qui sera représentée par la série Q. Bon, voilà. Et ensuite, la dernière catégorie qu'on peut éventuellement envisager, ça va être celle qui concerne les archives de la santé publique au sens large. Donc on va être plus sur des notions d'hygiène et de salubrité publique. Et donc là, le tableau il va être un petit peu plus resserré, tout simplement parce qu'on a vu que ce sont des préoccupations qui naissent à partir du 19e siècle en fait, en termes de politique publique. Donc pour ce 19e siècle et cette première moitié du 20e siècle, on a une thématique générale
aux archives départementales qui s'appelle Administration générale et économie. Donc, c'est la série M, et donc une sous-thématique qui s'appelle Santé publique et hygiène, on ne peut pas faire plus clair. Voilà, donc qui normalement est conservé en sous-série 5M. Chez nous, c'est en 7M. C'est un petit, voilà, plus de particularité. Voilà. Et puis, donc, pour la période plus récente, là encore, donc, les services du département produisent différents types de dossiers qui vont concerner, par exemple, principalement tout ce qui est les campagnes de prévention et de dépistage des maladies. Donc, pour la tuberculose, par exemple, de façon plus générale, tout ce qui est dépistage systématique dans les écoles, la prévention, le dépistage des maladies sexuellement transmissibles également, y compris dans les prisons. Et puis on peut également avoir des choses qui vont concerner par exemple la lutte contre les logements insalubres. On a 2 instruments de recherche qui sont en ligne sur notre site internet d'ailleurs sur cette thématique-là. Et puis donc on retrouve toujours en transpériode nos archives déposées des communes où là aussi il existe un ensemble qui s'appelle, une thématique qui s'appelle hygiène publique et salubrité. Donc là c'est pareil, on ne peut pas faire plus clair. Voilà, et qu'on va trouver sous l'appellation 5i, la sous-série 5i. Voilà, donc c'était vraiment un tour d'horizon très rapide et non exhaustif, je le rappelle. Je précise également que la disponibilité des ensembles des sources que je viens de citer dépend bien sûr de l'état d'avancement des classements. Également pour les archives contemporaines, d'éventuels délais de communicabilité, on en a parlé, voilà, ça peut aller pour les archives historiques définitives jusqu'à 120 ans s'il s'agit d'informations médicales. Ça veut dire qu'avant 120 ans, elles ne peuvent pas être communiquées. Ça veut dire que, voilà, avant 120 ans, pour les... Sauf demande de dérogation, évidemment, pour les chercheurs. Si vous pouvez justifier la raison pour laquelle vous voulez faire votre recherche, il y a une possibilité quand même de consulter. Mais de droit, voilà, secret médical, information médicale, on a effectivement ce délai pour protéger la vie privée des personnes, tout simplement, de 120 ans, à compter de la naissance de la personne. Voilà. Et puis donc, en sortant un tout petit peu du cadre des archives départementales du Val d'Oise, je vous rappelle simplement qu'il faut aussi penser à aller faire un petit tour chez nos collègues du département des Yvelines, puisque au moment de la suppression du département de la Seine-et-Oise et de la création des nouveaux départements, donc les Yvelines ont gardé beaucoup de documents qui concernent en fait la Seine-et-Oise de façon générale, dans l'ensemble. Donc les documents qui vont concerner la santé sur le département de la Seine-et-Oise peuvent être aux archives départementales des Yvelines. Et donc il peut y avoir des informations sur le territoire du Val d'Oise là-bas. Donc, après ce petit tour d'horizon très rapide, voilà, je voulais maintenant revenir plus précisément sur 2 ensembles qui sont conservés aux archives départementales du Val d'Oise, qui sont classés et qui sont communicables, et pas forcément bien connus. Donc, le premier focus que je voulais vous proposer concerne les hôpitaux pour une période contemporaine. Et donc, il s'agit du fonds de tutelle des établissements de l'ADAS. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? Quand on parle de l'ADAS, souvent, c'est associé à l'aide sociale à l'enfance. Mais il y a un S pour sanitaire aussi. C'était les directions départementales des affaires sanitaires et sociales. Donc, ces DAS, elles ont été créées en 1964, supprimées en 2010. Leurs compétences et leurs missions ont été redistribuées à d'autres services et à d'autres organismes. Et donc, dans ces DAS, il existait un service des établissements hospitaliers, sanitaires et sociaux. Et donc, ce service était chargé pour l'État du contrôle et de la tutelle administrative et financière de ces établissements. Donc, les établissements envoyaient à la DAS un certain nombre de documents, donc tout ce qui était les délibérations, les documents relatifs au budget, aux projets médicaux, au personnel, également toute la programmation architecturale et les équipements, tout ce qui concernait les équipements. Donc, ce fonds d'archives administratives, il représente 70 mètres linéaires. Donc, ce n'est pas anecdotique.
Et il concerne, pour l'instant, 7 établissements qui ont été traités. Donc les instruments de recherche sont disponibles en ligne sur notre site internet pour ces 7 établissements hospitaliers. Alors, dans ces fonds, dans ces versements, quel type de documents on va pouvoir trouver? On va pouvoir trouver tout ce qui concerne donc la gestion administrative des établissements, les dossiers des conseils d'administration, les comptes rendus, les procès-verbaux de séance, les extraits de registres de délibération, tout ce qui permet de retracer l'historique vraiment de chaque établissement, l'évolution administrative de chaque établissement. On va également trouver des documents qui vont être relatifs au suivi budgétaire et aux tarifs des prestations. Donc pour ça, tous les documents de synthèse qui peuvent exister ont été conservés, c'est-à-dire les rapports d'activité annuels qui regorgent d'informations, les bilans sociaux qui concernent le médical, le personnel médical et non médical, tous les rapports budgétaires, les programmes, les plans d'investissement, donc tout ça a été conservé dans l'intégralité. Il y a eu un échantillonnage chronologique effectué en revanche sur les budgets. Voilà. Ensuite, alors la majorité en fait, des documents présents dans ces versements concernent les dossiers d'approbation de travaux et d'équipements pour notamment les années 1970 à 1990. Et donc ils contiennent énormément d'informations au niveau architectural, avec beaucoup de plans et beaucoup de photos. Donc ça c'est pareil, ça a été conservé intégralement. Alors on va trouver par exemple tous les programmes d'établissement donc, qui définissent en fait les besoins à satisfaire sur le bassin de population, les moyens qui existent, les moyens à mettre en œuvre. On va trouver les plans directeurs qui déterminent les opérations à réaliser, qui vont décider des implantations concrètement, physiquement, géographiquement, qui vont contenir beaucoup de descriptions extrêmement précises sur les bâtiments et sur les politiques menées. On va trouver des programmes techniques très détaillés, on va trouver des avant-projets, on va trouver les projets eux-mêmes. Donc ça représente énormément de données en fait, sur la politique sanitaire et sociale des établissements dans le Val d'Oise. Et ça permet aussi de voir évoluer les préoccupations en matière d'équipement, avec par exemple beaucoup de travaux qui sont faits à partir des années 80 pour une humanisation de ces établissements, une humanisation des locaux, ou par exemple dans les années 70, on voit qu'il y a une vague de construction importante pour tout ce qui est unité psychiatrique, service psychiatrique. Cet ensemble, donc je vous le disais, pour les travaux et équipements, il va jusque dans les années 90 et en fait il est complété par une collection qui concerne tous les marchés publics, les dossiers de marchés publics qui, elle, va jusqu'en 2005. Donc elle est moins complète et complexe que cet ensemble sur les travaux et les équipements, mais ça permet d'aller jusqu'à une période encore plus récente, voilà, au milieu des années 2000. Et puis donc pour terminer, sur ce type de versement, il y a aussi des ensembles de documents plus généraux relatifs à la politique générale des hôpitaux, donc qui incluent les projets médicaux, qui incluent les données sur le fonctionnement des services. Donc vraiment c'est un corpus très intéressant. Alors effectivement c'est de l'histoire contemporaine, mais les chercheurs vraiment ont de quoi fouiner et s'amuser vraiment, si je puis dire, pour décortiquer tous ces documents qui sont vraiment très très intéressants, sachant qu'une partie du fonds reste à classer, à traiter, hein, puisque là il n'y a que cet établissement, il y a d'autres hôpitaux dans le Val d'Oise, donc il reste l'Isle-Adam, Incourt, Taverny, Villiers-le-Bel, enfin bon, il y a d'autres choses encore, donc le corpus est encore amené à s'étoffer et à se développer. Donc voilà pour ce premier focus sur des archives, on va dire, des archives contemporaines. Et maintenant, on va faire un petit bond en arrière pour évoquer un ensemble de fonds qui vont permettre de travailler plutôt sur la partie assistance et santé publique, et plus particulièrement pour la période 19e siècle et première moitié du 20e siècle. Donc ce sont les archives des fonds communaux déposés.
Donc ces fonds communaux déposés, ils concernent, comme je vous l'ai dit précédemment, les archives anciennes des communes de moins de 2000 habitants, qui réglementairement doivent déposer aux archives départementales donc ces fonds pour des questions de conservation. Alors évidemment, dans des petites communes, on ne va pas trouver les mêmes structures et les mêmes préoccupations que dans des grandes villes, on est bien d'accord. Mais il y a 184 communes dans le département du Val d'Oise, plus d'une centaine comptent moins de 2000 habitants. Donc même si elles n'ont pas encore toutes déposées, on n'est pas loin, on se rapproche. Même si tout n'est pas classé, et même si dans les fonds classés, parfois, ça reste assez lacunaire, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations, ça finit par quand même faire un corpus intéressant qui donne à voir beaucoup de documents et qui permet quand même de retracer et les grandes lignes, les grandes évolutions, on va dire, historiques pour tout ce qui est assistance et hygiène, et en même temps de pointer plus spécifiquement sur des choses très locales. Donc pour l'assistance tout d'abord, qu'est-ce qu'on va trouver comme documents principaux dans ces fonds de petites communes? On va tout d'abord trouver tout ce qui concerne les bureaux de bienfaisance. On en a un petit peu parlé précédemment. Ces bureaux de bienfaisance, ils sont créés en l'an 5, 1796. Ils prennent la suite éventuellement des bureaux des sociétés de charité qui existaient précédemment, avant la Révolution. Éventuellement, ils héritent, le cas échéant, du patrimoine de ces sociétés de charité, donc voilà, les terrains, les biens, les bâtiments, les rentes. Alors leur création reste facultative, néanmoins en Seine-et-Oise, à la fin, vers les années 1870-1871, 56% des communes du département de Seine-et-Oise comptent un bureau de bienfaisance. C'est une très bonne moyenne par rapport à la moyenne à cette époque-là sur le territoire. Le rôle de ces bureaux de bienfaisance, c'est le même à peu près que celui des sociétés de charité avant la Révolution, c'est de venir en aide aux indigents. Donc ça va être une aide, on va distribuer de la nourriture, des vêtements, éventuellement de l'argent, et bien sûr s'occuper, s'il y a besoin, des soins médicaux à apporter à ces personnes. Donc les documents qu'on va y trouver, ça va être tout ce qui concerne la composition de la commission administrative du bureau de bienfaisance, éventuellement tout ce qui concerne la comptabilité, généralement ça a été bien conservé, éventuellement les documents qui concernent la gestion d'un patrimoine, immeubles et patrimoine de rente, et l'activité d'assistance proprement dite, elle va plutôt s'écrire à travers les registres de délibération. Donc vous en avez un exemple à gauche. Vous en avez un également qui est présenté en vitrine dans le hall, si vous n'avez pas eu le temps de regarder, qui est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un registre de la commune de La Roche-Guyon. Et donc justement, en fait, il n'y a qu'un seul registre qui va de 1734 à 1926. Donc en fait, on commence avec les décisions prises par la société de charité de La Roche-Guyon. La Révolution passe, la société disparaît et on continue sur le même registre, le bureau de bienfaisance. Voilà, on reste dans le même mouvement, donc on a un seul registre pour tout cet ensemble qui montre vraiment bien la continuité de ces structures d'assistance aux plus démunis. Et puis on va trouver éventuellement aussi des factures, donc des commerçants à qui on achetait les biens pour nourrir ou vêtir les indigents et pour les soigner. Donc vous avez ce genre de choses également à disposition. Alors les bureaux de bienfaisance, on va aussi les trouver en examinant un autre ensemble de documents qui concernent plus spécifiquement l'assistance médicale gratuite. Donc l'assistance médicale gratuite, en fait, officiellement, elle est créée par une loi de 1893. Cette loi, son but, c'est que tout malade indigent puisse être pris en charge gratuitement, soit à son domicile, soit dans un hôpital. Donc chaque commune va être rattachée à un ou plusieurs établissements hospitaliers où elle pourra envoyer ses malades au cas où, ses malades indigents au cas où. Elle met aussi en place donc un bureau d'assistance médicale gratuite dans chaque commune, avec dans chaque département un bureau au niveau départemental qui va chapeauter les structures locales. Et donc là, on retrouve le bureau de bienfaisance, c'est que quand il existe déjà, à cette époque-là, c'est lui, en fait, qui va être chargé de la mise en place et de l'application de ces procédures.
Donc, les documents principaux qu'on va trouver, ça va être les listes des admis, voilà, au secours à domicile ou pour les hospitalisations. Et puis, ça va être toute une série de documents, comme vous avez à gauche, donc tout ce qui est carnet de visite, de consultation, les ordonnances de médecins. Voilà, pour la prise en charge de toutes ces personnes indigentes. Alors, on peut signaler au passage que le département de Seine-et-Oise fait partie des départements qui avaient mis en place un système assez complet d'assistance avant la loi de 1893. Et en fait, dans les fonds dont on dispose, on peut s'apercevoir que la plupart des documents, il y a beaucoup de documents qui datent d'avant 1893. Là, la liste, elle est antérieure à 1893, largement. Donc en fait, les communes, au niveau local, on n'a pas attendu la loi pour s'organiser. Donc cette loi, en fait, elle vient entériner la plupart du temps des dispositions et des dispositifs qui existent déjà depuis longtemps au niveau local. Et puis, autre spécificité sur la Seine-et-Oise, donc ce système qu'elle avait mis en place avant 1893, elle va le garder quelques années après encore. Donc elle n'est pas tout à fait raccord, le département n'est pas tout à fait raccord en fait avec l'esprit de la loi de 1893. Alors si des chercheurs veulent se pencher sur la question du pourquoi, du comment, on a eu, ce département a eu ce passe-droit entre guillemets. Voilà, libre à vous. Donc par exemple, dans la loi, la prise en charge des factures de médicaments se divisait, donc la commune en payait une partie, le département participait. En Seine-et-Oise, les communes se débrouillent toutes seules, le département ne participe pas. Bon, voilà. À l'inverse, le département de Seine-et-Oise, à la fin du 19e siècle, je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais va être pionnier, on va dire, en instaurant un service départemental de maternité. Donc l'idée, ça va être de subvenir aux besoins des jeunes accouchées nécessiteuses, notamment en leur fournissant de quoi s'occuper de leur enfant. Et donc ça va se faire à travers la fourniture d'un trousseau de maternité, donc, que Cécile a évoqué tout à l'heure. On en a un très bel exemple qui nous a été gracieusement prêté par la commune de Gadencourt, donc, qui est présenté dans la vitrine dans le hall, et donc qui est quasiment complet. On a les compresses, on a le bassin, on a la petite fontaine à lavement, le tube de vaseline, enfin tout va bien. Il manque la layette, a priori il y avait une layette aussi, la layette n'y est pas. Mais voilà, donc je vous invite vraiment à aller regarder cet objet parce qu'on ne voit pas souvent. Voilà, et donc encore mille merci à la commune de Gadencourt pour ce prêt très gracieux et très gentil. Donc le dernier grand ensemble de documents concernant l'assistance, ça va être tous les documents qui émanent de la mise en place donc justement de grandes lois d'assistance à la fin du 19e siècle. Donc je vais moi me concentrer sur celles qui concernent les enfants, la protection des enfants. La loi Roussel en 1874 est mise en place parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une énorme mortalité infantile, notamment une surmortalité chez les nourrissons, c'est-à-dire les enfants qui sont placés en nourrice. Donc évidemment, les campagnes du Val d'Oise, elles vont être concernées, on n'est pas très loin de la capitale. Donc dans de nombreuses petites communes du Val d'Oise, il y a des activités de nourrice. Et donc on va retrouver dans les fonds de ces petites communes la trace de cette loi, notamment à travers les registres des maires. Donc ces registres, en fait, il y en a deux sortes. Il y a les registres que viennent remplir les parents, qui vont déclarer qu'ils mettent leur enfant en nourrice chez telle personne dans la commune. Et donc les registres des nourrices qui vont déclarer qu'elles reçoivent en nourrice tel enfant. Voilà, donc on a avec les indications, donc les adresses, les âges, la façon, voilà, est-ce qu'il est nourri au biberon, au sein, la paye, voilà, les dates d'entrée, les dates de sortie. Les nourrices de leur côté, eh bien, elles vont devoir demander une autorisation d'exercer, elles vont avoir un certificat pour exercer. Les médecins vont venir régulièrement examiner les enfants, voir si tout se passe bien. Donc voilà, donc ça c'est des choses qu'on va retrouver, pas systématiquement dans tous les fonds des petites communes, mais très régulièrement. Et ça finit par faire un ensemble assez conséquent si on veut étudier cet aspect vraiment, on va dire, qui est l'ancêtre de la PMI, tout simplement, de la protection maternelle et infantile. Alors les petites communes, toujours, qui étaient chargées d'organiser l'assistance et la prise en charge des plus démunis, comme on vient de le voir, vont aussi s'investir
à partir du XIXe siècle, dans des politiques relatives à l'hygiène et à la salubrité. Même si c'est dans une proportion beaucoup moins importante que dans les grandes villes. Alors Cécile vous a parlé tout à l'heure de la grande loi de 1902 qui est extrêmement importante. C'est la première loi de santé publique générale et ça sera même la seule loi du XXe siècle. Et le premier article de cette loi, en fait, il impose la mise en place d'un règlement sanitaire municipal dans chaque commune. Vous en avez un exemple qui est également présenté en vitrine dans le hall. Donc ce règlement sanitaire municipal, il va s'attaquer notamment à tout ce qui concerne les procédures de prise en charge des maladies contagieuses. Alors dans les petites communes, on va trouver très ponctuellement des échanges relatifs à des épidémies. Donc à Ablège en 1897, l'école est sur 19 élèves, il y en a 17 sur le flanc épidémie de rougeole. Là, je vous ai mis un exemple pour Villiers-le-Sec, des cas de fièvre typhoïde qui se déclarent dans la commune. Alors bon, ça reste quand même des choses très ponctuelles. On peut surtout remarquer, on va dire, en creux, que le grand fléau dans les villes du 19e siècle, qui est la tuberculose, apparaît quasiment pas dans les petites communes du Val d'Oise. On a 1 ou 2 cas isolés, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment pas significatif. Donc, en fait, on va parler de la tuberculose dans les communes plutôt par le biais, justement, de l'assistance. Les communes vont être sollicitées financièrement pour participer à la création et au fonctionnement des sanatoriums, des dispensaires. Et puis, à partir des années 20, elles vont être sollicitées également pour participer à la fameuse campagne du timbre antituberculeux. Je pense que beaucoup d'entre vous se rappellent de ces campagnes annuelles. Et donc, alors, face à ces épidémies, la vaccination, quand elle est possible, reste la solution la plus efficace. Le premier vaccin disponible, en fait, c'est le vaccin antivariolique. Il est mis au point à la fin du XVIIIe siècle. Il n'est rendu obligatoire en France qu'en 1902, avec cette fameuse loi dont on vient de parler. Pour autant, les communes n'ont pas attendu 1902 pour vacciner leur population. On trouve, là encore, le local s'organise bien avant la mise en place de lois de politique générale. Donc on va trouver dans les fonds des petites communes du Val d'Oise des listes de vaccination qui datent, les premières datent de la moitié du 19e siècle déjà, pour la variole. On va trouver ensuite, il y a un deuxième ensemble, on va dire vers les années 20, qui concerne la variole et la tuberculose. Et puis ensuite, à partir des années 40, une troisième vague, on va dire, qui va concerner plus spécifiquement les vaccins antidiphtériques, antitétaniques et antityphoïdiques. Je lis parce que c'est pas facile à dire, sans bégayer. Donc le règlement sanitaire municipal, il s'attaque aussi aux grands principes de gestion des eaux potables et des eaux usées. Alors ça, c'est une priorité vraiment dans les grandes villes qui apparaît dès le milieu du 19e siècle. L'assainissement, l'eau, l'importance de l'eau et de la qualité de l'eau. Dans les campagnes, les dossiers d'adduction d'eau potable et les dossiers d'assainissement, ils arrivent beaucoup plus tardivement. Ils arrivent dans les années 20 et dans les années 30. Et on n'est pas du tout dans la série, là on est dans cette sous-série 5I, hygiène et salubrité. Les dossiers d'adduction d'eau potable, ils concernent la voirie, les travaux publics en général. Donc on ne retrouve pas forcément cette idée dans les documents de dire c'est pour la salubrité, c'est pour l'hygiène. On est sur des documents plutôt techniques, mais bon, néanmoins, il faut penser à aller consulter ces dossiers-là aussi pour travailler sur les petites communes et l'hygiène et la salubrité dans les petites communes. De la même façon, les logements aussi, les logements insalubres sont une grosse priorité dans les villes dès la fin du 19e siècle. Dans les fonds des petites communes, il n'y a pas de documents réellement, alors que par ailleurs, il y a des problématiques. J'ai en tête la monographie de l'instituteur de Chaussy, je crois, en 1899. Donc ça, c'est en ligne sur notre site internet qui décrit les taudis dans lesquels habitent les villageois de Chaussy. Il est absolument horrifié, le pauvre instituteur. Donc il y avait vraiment des problèmes, mais ce n'est pas visiblement une préoccupation à ce moment-là dans les petites communes encore. Et puis donc le dernier point qu'on va pouvoir aborder très rapidement, ça va être un ensemble de documents relatifs au contrôle vétérinaire. Puisque à cette époque-là, les politiques publiques se posent aussi, commencent à se poser la question de savoir si ce qu'on mange, les animaux qu'on élève pour les manger, est-ce qu'ils peuvent transmettre des maladies à l'homme. Donc à partir de là, de nombreuses procédures de contrôle vont se mettre en place
de l'étable à l'assiette. Les vétérinaires, qui sont une profession qui est en cours de constitution pour devenir la profession qu'on connaît aujourd'hui, qui sont en train de se professionnaliser, vont être les chevilles ouvrières de ces contrôles, de ces procédures. Et donc en 1881, il y a une loi qui va définir quelles sont les maladies contagieuses animales et les mesures à prendre en cas d'infection. Et donc ça, on va en retrouver également des traces dans les campagnes, puisque on est au départ, hein, on est là où on élève les bêtes. Voilà, donc on a beaucoup de cas, notamment de fièvre afteuse et de tuberculose bovine dans le Val d'Oise à cette époque. Donc on va retrouver des déclarations de maladie, des certificats vétérinaires et donc tout ce qui est arrêtés préfectoraux également. Donc voilà, je vais vous laisser respirer. Voilà, pour en terminer donc sur cette présentation non exhaustive, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais enfin bon, on va pas rester là jusqu'à 23h. Donc je vous invite aussi surtout à ne pas négliger la consultation de la presse ancienne qui peut apporter beaucoup d'éléments, d'informations, et également notre catalogue de bibliothèque depuis notre site internet qui propose énormément d'ouvrages, de périodiques, de revues sur l'histoire des hôpitaux, sur la santé, sur toute la partie hygiène, enfin voilà, sur l'assistance. Donc vraiment, on a énormément de choses et ça peut être vraiment une bonne documentation à aller consulter quand on veut s'intéresser un petit peu à ces thématiques. Et puis la dernière source d'information non négligeable, c'est celle issue du travail donc, de la cellule de l'inventaire du patrimoine. Donc transition toute trouvée, voilà, je vais laisser la parole à Cécile Lestienne qui va maintenant nous parler plutôt de l'aspect patrimoine bâti. Voilà. Alors oui, donc deuxième temps plus sur le patrimoine bâti dans le département. Donc je vous propose un petit itinéraire typochronologique voilà, des édifices de la santé dans le Val d'Oise. Et donc voilà, c'est un petit panorama qui va aller du Moyen-Âge au milieu du XXe siècle. Non exhaustif bien entendu, je n'ai qu'une toute petite demi-heure pour vous présenter tout ça, donc c'est plutôt voilà, pour vous donner une synthèse sur ces types d'architecture. Alors moi j'ai recensé sur cette période une cinquantaine d'établissements liés à la santé, il y en a certainement beaucoup plus. Voilà, mais c'est voilà, entre ce que j'ai pu consulter en termes de bibliographie, de dossiers d'inventaire, c'est ce que j'ai pu voir. Et donc on a plusieurs types d'architecture. On a bien entendu les hôpitaux qui occupent la première place en termes typologiques. Hôpitaux que l'on retrouve sous différentes dénominations, on reviendra dessus. On les appelle hôtels-dieux, on peut les appeler hospices, maisons-dieux. Vous avez aussi les sanatoriums. Alors dans le Val d'Oise, on n'en a pas, voilà, on en a 4. Des dispensaires, on a aussi des maisons de repos et de convalescence, sans oublier les asiles d'aliénés, que l'on a appelé à partir du XXe siècle hôpital psychiatrique, ou bien l'établissement thermal à Enghien, qui fait partie du patrimoine de la santé, et bien entendu les hôpitaux militaires qui ont été mis en place pendant la Première Guerre mondiale. Alors ces 3 derniers types, asiles d'aliénés, établissement thermal et hôpitaux militaires, bon, je le dis d'entrée, je ne vais pas m'arrêter dessus, je n'ai vraiment pas le temps. Je vous renvoie aux très belles vitrines qui sont exposées dans le hall. Vous avez une vitrine sur l'établissement thermal d'Enghien, une vitrine sur les hôpitaux militaires, donc vous avez voilà, un petit, des documents qui sont présentés. Je remercie d'ailleurs Camille Anzanello, qui est mon apprenti, qui a œuvré pour ces vitrines, et Sophie Delinge, bien entendu, qui a coordonné ce travail. Alors, premier point, donc je vais faire une première partie donc, sur l'hôpital. Et donc, pour tout ce qui est histoire de l'architecture hospitalière, je vous renvoie, en termes de bibliographie, aux articles et aux études que Pierre-Louis Laget a pu faire sur ce sujet. Alors, Pierre-Louis Laget est un chercheur de l'inventaire qui a beaucoup travaillé dans le nord de la France et qui voilà, est un petit peu le pape de l'histoire de l'architecture hospitalière. Et dans la revue In Situ, vous trouverez beaucoup d'articles de cette personne sur le sujet de l'histoire des hôpitaux. Il a coordonné avec 2 autres collègues la synthèse nationale
voilà, que je vous présente sur l'hôpital en France. Donc ça, c'est la synthèse qui date de 2012, qui est une synthèse au niveau national sur l'histoire de l'architecture hospitalière du Moyen-Âge à nos jours. Un ouvrage extrêmement riche qui propose des synthèses sur l'histoire de l'architecture, mais aussi des petits articles plus précis sur les grands hôpitaux, les grands établissements en France et notamment à Paris. Vous avez aussi ce petit ouvrage Patrimoine hospitalier, je ne sais pas s'il est encore édité, qui avait été édité par les éditions du patrimoine en 2002 et qui propose une petite lecture typologique de l'évolution des formes hospitalières du Moyen-Âge à nos jours. Alors ça, c'est en Europe. Mais un petit ouvrage bien utile, ça s'appelle Patrimoine hospitalier, un parcours à travers l'Europe. Alors, premier temps pour l'hôpital, donc c'est déjà, on va s'intéresser à ce qui se passe du Moyen-Âge à la fin du XVIIIe siècle. Donc Cécile Ribel en a parlé. Depuis le VIe siècle, ce sont les institutions ecclésiastiques qui se sont investies dans les missions d'hospitalité et d'assistance en aménageant à côté notamment des cathédrales, des églises, des espaces adaptés pouvant accueillir les pauvres. Et on est au début de cette notion d'hospital qui remonte finalement à cette époque, et l'hôpital qui devient la grande structure médiévale d'assistance. Alors à côté de ces hôpitaux accueillant les pauvres, nous avons des espaces plutôt liés à la guérison, et ces espaces sont plutôt aménagés avec des malades à côté des églises, et ce sont ces espaces qui prennent le nom d'hôtel-dieu. Donc dès le Moyen-Âge, on a une différence entre l'hôpital, qui accueille les indigents, les pauvres, et l'hôtel-dieu, la maison-dieu, qui est un espace bien sûr religieux, qui est destiné à accueillir les malades, parce qu'on concevait au Moyen-Âge la guérison par une intervention du divin. Voilà, c'était comme ça que c'était conçu. Donc voilà, cette différence remonte au Moyen-Âge et on la trouve, on va la trouver dans les sources jusqu'à la fin de l'époque moderne. Alors malgré cette distinction entre hospital et hôtel-dieu, finalement on se rend compte que les missions ont tendance à se rejoindre dans ces établissements qui sont gérés par des ecclésiastiques. L'enjeu dans ces établissements est de porter assistance aux plus démunis dans un esprit de charité. Alors dans le Val d'Oise, nous avons plusieurs exemples. La plupart de ces édifices ont disparu. Nous avons un hôtel-dieu à Beaumont-sur-Oise qui est aménagé au XIIe siècle le long des rives de l'Oise. Je pense bien entendu à l'hôtel-dieu de Gonesse qui est très connu, fondé au XIIIe siècle, ou celui de Luzarches qui remonterait au XIVe siècle. Le seul vestige que nous avons, les seuls vestiges, ce sont ceux de l'hôtel-dieu de Champagne-sur-Oise, dont je vous présente une photo. Donc cet hôtel-dieu est élevé en 1270 et il est donné aux religieuses de Saint-Antoine-des-Champs au XVe siècle, qui vont le transformer en chapelle et lui adjoindre, donc à côté de cette chapelle, une salle des malades. Donc vous voyez bien ce lien entre l'édifice religieux et l'espace accueillant les malades et le lien qui est créé entre eux. Alors les malades réputés, je reste sur cette slide, les malades réputés incurables, comme les lépreux, étaient par contre isolés aux entrées des cités dans ce que l'on appelle les maladreries, léproseries, lazarets. Donc là, c'est un autre type d'établissement qui est différent des hôtels-dieux et hôpitaux. Et dans le Val d'Oise, beaucoup d'études ont pu être faites sur ces sujets. Donc on n'a plus aucune trace en termes de bâti, mais on note en effet qu'à Franconville, il y avait une léproserie maladrerie, la maladerie Saint-Ladre à Luzarches, dont l'existence est attestée à la fin du XIIe siècle. Et bien entendu, je pense à la léproserie maladrerie Saint-Lazare à Pontoise, qui avait été aménagée dans le faubourg de l'Aumône. Et cette léproserie aurait été fondée au XIIIe siècle et des sources concordent pour nous dire qu'elle existait encore au XVIIIe siècle. Mais du bâti, il ne reste rien aujourd'hui de ces édifices. Alors à partir du XVIIe siècle, la distinction va être vraiment posée entre les établissements de charité destinés à accueillir les pauvres et les hôtels-dieux. D'ailleurs, les établissements de charité accueillant les pauvres sont dénommés à partir du XVIIe siècle charités ou hôpitaux généraux.
Voilà, donc on a la distinction vraiment officialisée par un édit royal au XVIIe siècle entre l'hôpital général et l'Hôtel-Dieu. Alors dans le premier cas, on se rend compte que d'ailleurs les hospices de charité sont souvent pris en charge par des autorités laïques et non plus par des autorités religieuses. Alors que ce soit pour l'un ou pour l'autre des établissements, on va retrouver toujours la même disposition traditionnelle en fait, au niveau de ces établissements en termes architectural. On va avoir une ou plusieurs salles de malades disposées en continuité ou à proximité d'une chapelle. Donc là, on a toujours ce lien espace laïque, espace religieux. Sauf que là, on a des établissements, des édifices qui sont construits dans ce but. Et c'est le cas voilà, donc, de l'Hôtel-Dieu d'Argenteuil que je vous propose là en carte postale, où on a finalement un parti architectural qu'on retrouve très souvent. On a deux salles de malades, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes, qui sont disposées de part et d'autre d'une chapelle centrale. Alors ça, c'est le plan le plus commun. Hein, et puis ces trois espaces de salles, chapelles, s'organisent dans une même aile, dans un même pavillon. On peut aussi avoir un plan en L, c'est-à-dire en gros vous avez les deux salles qui rejoignent l'espace de la chapelle, ou encore on peut avoir une superposition aussi des salles de malades qui débouchent sur une chapelle. Et à partir du XVIIIe siècle, plus que la séparation par sexe, on va aussi avoir une séparation par type de maladie. Mais ça, c'est balbutiant. Dans le Val d'Oise, on n'a pas d'exemple. Hein. C'est vraiment dans les hôpitaux parisiens qu'on commence à avoir voilà, des distinctions entre pathologies. Alors, à partir de la Révolution, on l'a vu, d'un point de vue législatif, il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai mis ma rupture, en fait, mon début de partie à ce moment-là. Mais en termes d'évolution architecturale, c'est un petit peu la même chose. Il ne se passe pas grand-chose. Vous avez pas vraiment de modernisation de l'hôpital. De nombreux monastères, de nombreux établissements religieux sont reconvertis en hôpitaux. L'hôpital est toujours vu au début du XIXe siècle comme une institution de charité, accueillant la misère humaine. Ce n'est pas du tout le lieu où l'on soigne, ce n'est pas du tout perçu comme cela. Les plus aisés se faisaient soigner chez eux, à domicile, et la plupart des médecins n'officiaient pas à l'hôpital au début du XIXe siècle. C'était les chirurgiens, surtout, que l'on retrouvait dans les hôpitaux. Et puis, le modèle de l'hôpital polyvalent perdure à ce moment-là, c'est-à-dire que vous avez des hôpitaux avec, voilà, les malades ne sont pas distingués par type de maladie et la plupart des professionnels de santé interviennent dans un esprit généraliste et pas du tout par spécialité. Alors, le parti architectural évolue quand même, on est vraiment sur le type de ce qu'on appelle le palais hospitalier. Donc là, ça veut vraiment tout dire. La plupart des hôpitaux construits et qui ont vocation hospitalière à ce moment-là prennent la forme vraiment d'un petit château ou d'un petit hôtel urbain. Il s'agit généralement d'un grand corps de bâtiment avec une décoration extérieure plutôt soignée et ce bâtiment présente des ailes en retour ou pas. Ces hôpitaux sont souvent marqués au niveau de leur façade principale par un avant-corps central et cet avant-corps est couvert par une toiture en pavillon. Alors, cela va dépendre des édifices. Souvent, au niveau de cet avant-corps, derrière, vous avez la chapelle, mais des fois, vous ne l'avez pas. Voilà. Mais on a quand même, d'un point de vue, c'est un peu de l'architecture signifiante, un petit peu, c'est-à-dire, en gros, vous avez un marqueur, ça devient un marqueur de l'architecture hospitalière au début du XIXe siècle. Vous avez cet avant-corps coiffé d'une toiture en pavillon qui va vraiment marquer les édifices hospitaliers de cette époque. Nous avons aussi à ce moment-là une ouverture de plus en plus grande des édifices vers l'extérieur. L'objectif, c'est de faire rentrer l'air. Voilà, que l'air circule. Même à l'intérieur des bâtiments, on conçoit des coupoles au niveau des chapelles, au niveau des salles de malades pour que l'air circule. Donc on est vraiment sur ces théories hygiénistes qui prennent corps à la fin du XVIIIe siècle et que les architectes ou les maîtres d'œuvre tentent de transformer dans la mise en place de ces édifices. Alors, dans le Val d'Oise, nous avons plusieurs exemples qui sont bâtis à ce moment-là. Vous avez le nouvel hôpital de Beaumont-sur-Oise qui est inauguré en 1847.
Je reviendrai sur Beaumont-sur-Oise un peu plus tard. Le nouveau bâtiment aussi qui est construit à Gonesse en 1847. L'hospice de l'Isle-Adam qui est fondé en 1861. Et là, vous voyez bien l'aspect du petit château, hein, voilà, du petit hôtel urbain. Je pense aussi à l'hôpital de Luzarches que l'on peut encore voir aujourd'hui. Je vous ai mis une photo, place de la République, voilà, qui est construit dans un style très classique en 1865. L'hôtel-dieu de Magny-en-Vexin, bien entendu, qui existe encore aujourd'hui, qui est construit dans les années 1870. Ou enfin l'hôtel-dieu de Pontoise, qui a disparu aujourd'hui, qui a été reconstruit entre 1823 et 1829. Et qui était visible sur les berges de l'Oise jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, l'hôpital de Pontoise, l'Hôtel-Dieu. Donc là, on est quand même sur quelque chose de bien plus important que l'hôpital de l'Isle-Adam. Alors à partir de 1880, c'est là qu'on constate les changements les plus radicaux en termes d'architecture hospitalière, sous la double influence des découvertes médicales et des bouleversements politiques et sociaux. Cécile en a parlé, la défaite de 1870-1871 contre la Prusse fait prendre conscience aux autorités publiques de la situation sanitaire catastrophique du pays. À ce moment-là, on se rend compte que la mortalité est plus basse en Allemagne qu'en France. Donc ça, dans ce temps de conquête nationale, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Et donc Pierre-Louis Laget d'ailleurs, la mortalité, le taux de mortalité est plus haut en France, mais plus bas en Allemagne. Voilà. Alors Pierre-Louis Laget justement illustre cette idée dans cette phrase. L'hôpital était l'un des lieux majeurs susceptibles de répondre à ce double objectif social et démographique. Donc on va investir le champ de l'hôpital et de la transformation de l'hôpital pour pouvoir soigner le mieux possible. Et donc, on en vient donc à cette fameuse loi du 15 juillet 1893 qui organise l'assistance médicale gratuite à domicile ou à l'hôpital pour les personnes malades ou privées de ressources. Alors, parallèlement donc à cette prise en charge publique, voilà, qui vraiment apparaît avec la Troisième République, l'hôpital se perfectionne suite aussi aux grandes avancées médicales. C'est la découverte des microbes, la pasteurisation, les moyens de combattre aussi les microbes grâce à l'antiseptie. Voilà, donc l'hôpital se développe, se modernise en parallèle de ces avancées et développe en son sein des services particuliers comme les laboratoires, des services de maladies contagieuses. On cherche aussi maintenant à isoler les femmes qui vont accoucher des autres patientes. Voilà, on est vraiment sur ce progrès en termes aussi de séparation des malades par pathologie. Donc en France, ça arrive tardivement. On est sur la fin du 19e siècle, alors qu'en Europe, on le voit, dès la fin du 18e siècle, début 19e, en Allemagne ou dans d'autres pays, en Autriche aussi, voilà, la séparation des malades par pathologie était déjà bien ancrée. Alors les anciens bâtiments, on le voit, peinent à répondre à ces nouveaux besoins. Donc d'où en fait l'émergence de nouvelles constructions et de modernisation de ces anciens établissements. Alors le parti architectural qui va se développer vraiment à partir des années 1880, c'est le modèle du plan pavillonnaire, donc c'est-à-dire en gros un hôpital avec plusieurs pavillons destinés à accueillir des services ou des malades particuliers. On recherche vraiment la séparation des maladies pour éviter les effets de la contagion. Ça nous paraît évident, mais il a fallu, vous voyez, plusieurs décennies pour pouvoir le mettre en place. Les pavillons sont en général complètement disjoints ou reliés par des galeries souterraines ou des galeries en rez-de-chaussée. Et une grande importance est apportée aux jardins et aux espaces extérieurs. Et cette époque aussi est marquée par un nouveau tandem dans la construction des hôpitaux, qui est un tandem entre l'architecte et le médecin. Au début du 19e siècle, le médecin, n'intervenant pas vraiment à l'hôpital, finalement, n'apportait pas son expertise sur la façon dont ces bâtiments devaient être conçus. Avec le développement de l'assistance pour tous, le médecin intervient de plus en plus et c'est plutôt profitable pour pouvoir organiser l'hôpital et que l'hôpital soit le plus efficient possible.
Alors, dans les modernisations d'hôpitaux, il y a forcément l'hôpital de Beaumont-sur-Oise dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez donc l'hôpital de 1847, donc ça c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est ce premier bâtiment qui est construit, voilà, qui reprenait notre plan là, de palais urbain. Et on va lui adjoindre, grâce à un legs très important dans les années 1870, on va lui adjoindre une deuxième aile qui va être réservée à la chirurgie. Et là, vous le voyez, les deux pavillons sont distincts, mais reliés par voilà, une petite aile avec une galerie au rez-de-chaussée et une galerie à l'étage. Alors, dans le Val d'Oise, on constate que les hôpitaux nouveaux hôpitaux sont vraiment construits dans l'entre-deux-guerres. Auparavant, c'était plutôt vraiment de la modernisation de bâtiments anciens. Dans l'entre-deux-guerres, on a franchi un pas. Là, on a des nouveaux hôpitaux qui sont mis en place. C'est le cas de l'hôpital d'Argenteuil, qui est construit donc, selon un modèle pavillonnaire entre 1925 et 1929. L'inauguration d'ailleurs a lieu, d'après la presse ancienne, en catimini en 1930. Et donc cet hôpital était très innovant pour l'époque. Il permettait d'accueillir 300 malades et présentait voilà, des innovations techniques comme le chauffage, l'électricité, la cuisine. Je vous renvoie d'ailleurs aux vitrines qui sont présentées dans le hall. Voilà, on a des vues intérieures de cet hôpital. Et il y avait 17 pavillons différents au niveau de ce nouvel hôpital. Donc on est sur le plan pavillonnaire par excellence. L'hôpital d'Aubonne aussi, qui est édifié selon ce modèle entre 1933 et 1935. Voilà, vous avez donc des pavillons incluant l'hospice. Donc l'hospice, c'était vraiment le service, c'était destiné à accueillir les personnes âgées. Un pavillon pour les enfants, un pavillon pour les contagieux. Et vous aviez, le tout était chapeauté par voilà, ce qu'on appelait un bloc hôpital, donc un hôpital beaucoup plus important. Donc c'est le fameux bloc hôpital Émile Roux, qui est encore actif aujourd'hui, et qui comprenait, donc ce bloc hôpital comprenait les services de radiologie, de médecine générale, la maternité, la chirurgie. Ou encore en fait le nouvel aussi hôpital de Pontoise qui reprend ce plan. Alors, parallèlement à ces hôpitaux, vous aviez aussi le développement donc, de ce qu'on appelle les hospices. Vous allez trouver souvent ça dans les sources. Donc, les hospices, c'était vraiment distinct des hôpitaux. On était sur les ancêtres des maisons de retraite aujourd'hui. Voilà. Mais sauf que dans le Val d'Oise, on a l'une ou l'autre des dénominations qui apparaît. À l'Isle-Adam, on avait aussi bien un hôpital qu'un hospice. L'Hôtel-Dieu faisait office d'hospice, en fait. On avait les deux missions qui se rejoignaient. Alors les autres édifices de la santé, je vais aller très rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Vous avez donc tout ce qui est sanatorium. La lutte contre la tuberculose tarde à se mettre aussi en place en France, tout simplement parce que le corps médical français n'est pas convaincu de la contagiosité de la maladie, jusque dans les années 1880. Voilà, donc c'est vraiment à partir de la fin du 19e siècle que les sanatoriums sont mis en place. On compte près de 350 sanatoriums de cure, privés et publics confondus, qui sont construits à neuf ou aménagés dans des bâtiments existants entre 1900 et 1960. Donc vraiment, on a bien rattrapé le retard. Et donc ce sont des édifices qui sont parfaitement identifiables par des caractères typologiques assez simples. L'orientation solaire, la façade où les malades sont présents est orientée au sud. Un corps de bâtiment peu épais, avec des cloisons peu épaisses pour faire circuler l'air au maximum, l'air, la lumière. Et aussi un développement longitudinal de ces bâtiments, accentué avec les galeries que l'on appelle de cure, où les malades se reposaient sur des chaises longues et prenaient le soleil et la lumière. Alors la plupart de ces bâtiments étaient bien entendu isolés pour garantir le calme et la pureté de l'air. Isolement qui, vous le voyez aujourd'hui, peut apparaître comme un obstacle à la reconversion. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors dans le Val d'Oise, nous avons deux types de sanatoriums. Des sanatoriums qui sont aménagés dans des édifices qui existaient préalablement, donc des anciens châteaux ou maisons. C'est le cas donc, du sanatorium de la Tuilleule à Taverny, où vous avez une ancienne maison de maître construite au 19e, qui est rachetée par la préfecture de la Seine en 1920. Et la préfecture y fait aménager, confie en fait aux maisons de convalescence franco-américaines, ils font aménager un sanatorium. Donc, sur cette belle maison, vous voyez, il y a une galerie de cure qui est rajoutée et des galeries
en bois qui sont aménagés dans le parc. Ça, c'est le type le plus courant que vous allez trouver, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir les espaces d'hospitalisation dans un corps de bâtiment principal avec les chambres des malades, les services, et les galeries de cure sont reportées dans le jardin à l'extérieur. Voilà, donc le malade devait sortir pour aller faire sa séance de cure dans le parc. C'est la même chose, vous le connaissez certainement, c'est le sanatorium de Franconville-sous-Bois à Saint-Martin-du-Tertre. Vous aviez la même chose, c'est-à-dire un château du 19e siècle, qui est aussi très intéressant pour son architecture. C'est une réplique du château de Maison Lafitte, construit au 19e siècle, et qui est reconverti dans l'entre-deux-guerres en sanatorium par le département de Seine-et-Oise. Et vous voyez que dans les années 20, on accole complètement un nouveau bâtiment, le bâtiment du sanatorium, paf, on le fait rentrer un peu de force dans le bâtiment plus ancien. On ne se préoccupe pas du tout qu'il y ait une cohérence en termes de décor. Voilà, le but, c'est d'être fonctionnel, efficace. Donc là, le sanatorium est aménagé. Et toujours ce principe de galerie de cure en bois dans le parc. Le sanatorium d'Incourt, alors là, qui est vraiment le type du sanatorium paquebot, où on a un peu du tout en un. C'est-à-dire que dans un même édifice, vous avez les services, les chambres et les galeries de cure intégrées. Et les galeries sont présentées dans des galeries superposées. Donc, le sanatorium d'Incourt est construit en 1929, selon le projet des architectes Édouard Crevel et Paul Decaux. Et vous avez 3 bâtiments qui sont espacés de 500 mètres dans la forêt, le bois de la Bucaille, et qui, l'un accueillait les hommes, l'autre les femmes, et le dernier les enfants. Les dispensaires, deuxième type d'édifice consacré à la santé. Je me suis beaucoup intéressée à cette architecture dans l'article d'In situ. Donc c'est vraiment les établissements qui sont mis en place dans l'entre-deux-guerres pour prévenir de 2 fléaux essentiellement, la mortalité infantile et la tuberculose. Donc on n'est pas sur des établissements de soins, on est vraiment sur des établissements de prévention et qui sont mis en place notamment par la loi Bourgeois de 1916 qui impose la création de dispensaires d'hygiène publique sur tout le territoire. Voilà. Et on en a près de 800 qui sont recensés en 1936 sur le territoire. Voilà. Alors dans le Val d'Oise, on en a plusieurs exemplaires. On les retrouve aussi à travers la série N dont Roselyne vous parlait tout à l'heure. On a vraiment, on retrouve des plans. Donc le dispensaire de Beaumont-sur-Oise qui avait été aménagé dans une ancienne maison particulière. Et donc dans la série N, vous avez donc le plan de ce dispensaire qui était assez simple. En fait, le but c'était d'avoir une salle où accueillir les patients et un cabinet de consultation pour le médecin. Et puis ensuite, on pouvait rajouter des salles de pesée pour les nourrissons, des salles de radiologie quand le dispensaire avait un peu plus de moyens. Voilà. Dispensaire important dont le bâtiment existe encore aujourd'hui, c'est celui de la Goutte de lait, de la Nouvelle Étoile à Montmorency, qui était vraiment un dispensaire conçu à destination des enfants. Donc là, on est vraiment sur l'ancêtre des services de PMI. Et d'ailleurs, il y a un service de PMI toujours actuellement au niveau de ce dispensaire. Voilà. Et encore, 2 autres bâtiments que j'ai recensés grâce à Google, mais qui existent encore. C'est le dispensaire à Argenteuil et aussi celui de Beauchamp. Alors Beauchamp, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un véritable un équipement municipal avec le gymnase, la salle, le foyer municipal, le dispensaire. Tout ça est construit dans un même ensemble, ce qui débouche sur cette idée que le dispensaire est pensé dans l'entre-deux-guerres comme un équipement public, au même titre que l'école, que le gymnase, que la piscine aussi. Et il reprend d'ailleurs les codes de l'architecture de cette époque. Voilà. Quand on voit Beauchamp, on a l'impression d'avoir une école en fait, des années 30. Voilà, je ne m'attarderai pas. Moi, j'ai recensé énormément de maisons de repos, convalescence aussi dans le Val d'Oise, et notamment autour de la forêt de Montmorency, qui était un lieu réputé pour son bon air. Et de nombreuses maisons se sont implantées, gérées par des associations souvent de travailleurs, pour pouvoir accueillir des ouvriers, des travailleurs en cure de repos et de lumière. Donc on est toujours aussi dans ce côté qu'on retrouve aussi dans le sanatorium, de prendre de la lumière, le bon air, pour des travailleurs évoluant dans des milieux urbains plutôt très pollués à l'époque. Voilà, donc petit panorama très rapide. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous tourner vers moi.
Voilà, donc j'ai beaucoup plus d'informations. L'idée, c'était vraiment de brosser un petit tableau typologique. J'en viens donc au troisième point sur les enjeux de conservation. Donc, je vais parler dans ce qui me concerne pour le patrimoine bâti. Je vous l'ai dit en introduction, l'objectif du numéro d'Insitu était vraiment aussi d'aborder les questions de conservation de ces patrimoines, bâtis ou mobiliers de la santé. Voilà, dans les années 2000, vous n'êtes pas sans le savoir, on assiste à de grands bouleversements avec les fusions de centres hospitaliers, les fermetures d'hôpitaux, de maternités. Tout cela occupe vraiment l'actualité. Et on peut légitimement se poser la question, quid du devenir de ces bâtiments qui ferment ou qui sont aussi associés à d'autres établissements. Alors ce phénomène n'est pas nouveau, il ne faut pas non plus se dire que c'était mieux avant et aujourd'hui tout va mal. Non, c'est un phénomène dans l'histoire de l'hôpital et de l'architecture hospitalière qui existe depuis le 19e. On a toujours détruit des hôpitaux pour construire mieux ou fermé des hôpitaux pour en construire un plus efficace à côté. Donc ça fait partie de l'histoire de l'architecture et de l'histoire du patrimoine, il faut l'appréhender comme tel. Et ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit pas aussi en arrière et le regarder comme un phénomène d'histoire. Mais en même temps, sur ces édifices, on a une prise de conscience patrimoniale qui devient de plus en plus importante, et notamment de la valeur de ces édifices bâtis notamment entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. Et ces édifices, ces hôpitaux, finalement, on ne les voit plus aujourd'hui comme des machines à guérir, mais on les voit bien comme des lieux de mémoire particuliers, notamment pour les personnels soignants, qui sont attachés au lieu où ils ont travaillé, et les malades. Voilà. D'où, on le voit en termes de bibliographie, dans les années 2000, il y a eu un essor, en tout cas dans le Val d'Oise, un essor des publications sur l'histoire des hôpitaux. L'histoire de l'hôpital de Beaumont, l'histoire des hôpitaux de Gonesse, donc c'était lié aussi à une actualisation au niveau des bâtiments. Donc, à travers en fait l'apparition de ces ouvrages, on se rend compte d'une prise de conscience de la valeur d'ancienneté de ces bâtiments. Il faut aussi compter sur les services d'inventaire dans l'étude et la valorisation de ces hôpitaux. Je vous ai parlé de cette grande synthèse sur l'hôpital. Elle s'appuie sur des études d'inventaire qui ont été menées partout dans le pays. Voilà, donc le fait aussi d'étudier, c'est porté à connaissance. Alors au niveau de la protection au titre des monuments historiques, c'est très très léger dans le Val d'Oise. Seuls les vestiges de l'hôtel-dieu médiéval de Gonesse et de Champagne-sur-Oise sont protégés au titre des monuments historiques. Mais là, je pense que la valeur monument historique tient plus à l'ancienneté des bâtiments qu'à la fonction du bâtiment. Et on a récemment eu l'inscription de 2 des pavillons du sanatorium d'Incourt, par rapport au fait que le sanatorium est exceptionnel d'un point de vue architectural. Plusieurs questions se posent aussi sur l'utilisation des bâtiments plus anciens, notamment ceux qui ne sont plus adaptés aux normes sanitaires, médicales d'aujourd'hui. Alors, dans la plupart des cas, les hôpitaux se posent la question et s'adaptent, essayent de gérer, on va dire, l'histoire de leurs bâtiments et l'évolution des pratiques médicales. Dans beaucoup de cas, les bâtiments sont désaffectés. Donc là, se pose la question de ce qu'on en fait. Donc là, le but, moi, c'est pas du tout de vous dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je pose la question. Pour le moment, dans l'actualité, c'est quelque chose qui reste assez... qui ne fait pas encore beaucoup de polémique. Mais il y a on a plusieurs solutions. On l'a vu à Argenteuil, l'ancien hôtel-dieu qui a été transformé en musée, ou le projet aussi à Gonesse de transformer l'hôtel-dieu du 19e siècle en centre de conservation, avec les archives, les objets de l'hôpital. Et nous avons aussi le cas difficile du sanatorium d'Incourt dans le Vexin. Vous avez donc sur les 3 pavillons, il y en a un qui a été reconverti en hôpital et les 2 autres sont complètement à l'abandon. Vous le voyez, noyés dans la forêt, des lieux de découverte. Très aimés par les urbex. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, il y a des projets. Donc depuis que je suis arrivée dans le Val d'Oise, il y a toujours eu des projets, de reconversion. Il y en a un actuellement, Et mais c'est un projet où il faut qu'il y ait un projet de la part d'une société privée, mais aussi il faut que les collectivités se mettent, parce qu'il n'y a pas que le bâtiment à reconvertir, il y a tout le système d'adduction d'eau, les routes. C'est un projet de très très grande échelle et qui pose question. Le fait que le bâtiment soit aussi isolé n'aide pas aussi à une reconversion comme on peut le faire en plein centre-ville. Je passe la parole à Cécile Ribet pour
les enjeux de conservation sur le patrimoine écrit. Pour faire écho à ce que tu disais, le patrimoine écrit aussi, il y a des enjeux de conservation. Alors, je terminerai sur quelques petits éclairages. La conservation matérielle, bien sûr. Il faut conserver les archives. Alors, il faut conserver les archives papier, mais plus encore, conserver les archives numériques. Je vous parlais du projet de loi actuellement en discussion cette année sur la santé. Il contient des projets en matière de télémédecine, de télésoins, de dématérialisation du dossier patient. Donc des grands enjeux s'ouvrent à nous, citoyens comme archivistes, sur la conservation des données de santé pour les siècles à venir. On peut aussi se poser la question de quels matériaux historiques et scientifiques on laissera demain, dans ce cadre-là, à nos enfants, à nos successeurs, pour pouvoir étudier l'histoire que nous connaissons aujourd'hui. Des données, des archives. C'est aussi un enjeu citoyen et je ferai le lien avec plusieurs dossiers. On a eu des affaires retentissantes sur les actes transfusionnels, par exemple, qui ont amené à prolonger la durée de conservation de l'ensemble des archives des transfusions. Et puis, un dernier cas dont vous entendrez parler encore là en actualité à l'automne, c'est l'affaire du docteur Irène Frachon, qui est à l'origine de cette affaire, a dû et a pu énormément rechercher dans les archives médicales pour pouvoir prouver ce qu'elle soupçonnait. Voilà, donc des enjeux citoyens aussi autour de la conservation de ce patrimoine écrit que nous nous appliquons à faire perdurer et à partager avec vous en tant qu'archivistes et professionnels du patrimoine. Nous essayons et nous nous appliquons à être des passeurs de mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voudrais revenir sur le dernier sujet qui est la conservation. Effectivement, aujourd'hui, comment vous voyez ça concrètement, et en particulier la numérisation des documents? Quel support de numérisation vous utilisez déjà aujourd'hui? Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Alors, je ferai d'abord une petite précision de vocabulaire, puisqu'il faut faire une différence entre la numérisation d'archives papier, c'est-à-dire prendre une photo d'un document papier qui existe, et la conservation de données qui sont nativement d'origine électronique. Donc évidemment, sur le dernier cas dont je parlais, nous sommes sur la conservation d'archives électroniques, c'est-à-dire que quand vous allez maintenant aujourd'hui à l'hôpital, l'ensemble des données qui vous concernent sont dématérialisées. Les soignants n'utilisent plus de papier. Donc on a exactement la même chose dans l'administration. Donc évidemment, nous sommes plutôt dans ce dont je vous parlais sur cet enjeu-là, un enjeu technologique fort, très très fort, tandis que sur la numérisation, elle se fait à partir d'archives papier existantes. Donc l'original qui fait foi juridiquement reste le papier et la numérisation intervient lorsqu'il y a des enjeux de communication, c'est-à-dire pour pouvoir permettre, comme on le fait sur notre site internet, de le partager au plus grand nombre, des enjeux de conservation, c'est-à-dire si le document est abîmé et on va le préserver et préférer une communication numérique. Voilà, donc il y a bien cette différence-là entre numérisation d'un original papier et des données électroniques natives. Excusez-moi. Justement, pour revenir sur la numérisation numérique, comme vous avez bien dit, prenons le cas aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, vous faites une radio, c'est automatiquement numérisé. Oui. Et la copie papier qu'on vous transmet, c'est simplement une copie d'une archive électronique qui existe. Vous allez chez votre médecin, aujourd'hui, il a sur son micro entièrement votre dossier médical. Bon, si le médecin il est à l'hôpital, le dossier médical il est à l'hôpital. Donc vous gardez ça comment? Alors,
Dans un premier temps, les établissements hospitaliers qui sont chargés de la conservation. Je parlais de la durée, dans ma présentation initiale, je parlais de la durée de conservation initiale des données patients, donc qui sont d'une durée de 20 ans, elles sont à la charge des établissements hospitaliers. De notre côté, si nous recevons les archives, ce sont les archives historiques, définitives, celles qui auront passé ce délai d'utilité administrative. Donc pour le coup, les professionnels de santé sont en charge de la conservation. Elles ne sont pas aux archives départementales où elles ne le seront qu'une fois le cachet historique, la mutation patrimoniale dont je parlais au départ, quand elle sera arrivée. Voilà, donc là, la responsabilité numérique est au niveau des établissements hospitaliers, ce qui n'empêche que votre question demeure tout à fait valable. Mais elle n'est pas encore chez nous. Voilà. Voilà, je voulais parler de trucs. Premièrement, patrimoine du Val d'Oise à Poissy. Il est question de remettre un peu en valeur au nord de la route qu'on appelle la route des 40 sous. Voilà. Et puis alors, donc, je pensais qu'on allait faire un cours et de sa triste fonction pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et qui fait que maintenant il y a une stèle pour rappeler qu'il y a eu des déportés, enfin des internés, etc. Et je peux vous dire que je fais partie d'une chorale qui a déjà chanté pour célébrer. Oui, ça fait partie, je pense aussi, ce critère mémoriel très fort. Donc le fait que le sanatorium d'Incourt, pas pendant toute la Seconde Guerre mondiale, mais je crois les 2 ou 3 premières années, parce qu'ensuite c'est devenu un centre d'entraînement pour les miliciens. Mais c'était un centre de détention pour des futurs, une grande partie a été déportée. Et ce caractère historique et mémoriel très fort a participé en tout cas aussi de la protection au titre des monuments historiques. Voilà. Et de la reconnaissance du bâtiment. La valeur architecturale. Bien entendu. Non, mais c'est pour rebondir sur votre idée. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a l'histoire du sanatorium et on a cette histoire. Au niveau de ce bâtiment qui rejoint la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale qui s'y est déroulée. Et à Gonesse, ils n'ont pas détruit l'ancien bâtiment après avoir construit le nouveau là, récemment? Parce que je crois qu'il était question de détruire... Il y a un grand... À Gonesse, je n'ai pas de visibilité forcément dessus. Je sais qu'il y a eu un grand... Voilà, c'est en cours. Il y a un grand projet qui est ouvert depuis un an. Le nouvel hôpital ? Oui, non, mais ça, oui. Mais le fait de reconvertir l'ancien hôtel-Dieu, il y a eu... Gonesse a quand même fait un gros travail sur ses archives hospitalières, a aussi essaye de mettre en valeur ses collections d'objets et de pots de pharmacie qui viennent de l'ancien hôtel-Dieu. Et il y a eu le projet, mais j'en ai pas forcément entendu parler depuis, de faire un centre un peu de préservation de ce patrimoine hospitalier. Voilà. Une question. Oui, Pierrette Crétus, je suis membre du conseil d'administration de l'association Mémoire d'Incourt. Pour revenir sur ce qu'a dit Madame, nous battons depuis un certain nombre d'années pour la conservation de ce bâtiment qui est vraiment dans un état lamentable. Là, il y a un projet, pour l'instant, ça fait un petit moment que ça dure, de réhabilitation un logement de luxe. Logement de grand standing. Voilà. Parce que l'hôpital Moulache, et c'est la partie historique qui nous intéresse, celui qui est le plus proche des bâtiments de direction qui est dans un état lamentable, et l'autre bâtiment qui était camp d'internement pour les femmes. Voilà. Mais il n'est pas classé au monument historique. Mais il est inscrit, pas le troisième. Il est classé au titre d'architecture des sanatoriums. Les 2 pavillons sont inscrits au titre des monuments historiques. Ils sont inscrits Oui, ils sont référencés sur la base mairie, mais pas les 3. Le troisième, qui a fait actuellement office d'hôpital, n'a pas été protégé. Et il y a aussi, je crois, le pavillon du directeur aussi qui en fait partie, du périmètre de l'inscription. Voilà. Qui fait partie du périmètre d'inscription. Voilà. Donc oui, et alors c'est juste pour rebondir sur cette idée, le fait aussi que ce soit protégé monument historique n'est pas sans contrainte non plus pour la reconversion d'un site. C'est-à-dire qu'on ne peut pas...
Voilà, on ne peut pas percer, détruire, voilà, il faut garder, en tout cas au niveau des élévations extérieures, une certaine cohérence. Voilà. Donc c'est aussi un élément de contrainte à prendre en compte. Mais ça, c'est pas qu'un cours. Hein. Dans la plupart des grands sanatoriums qui ont été aménagés dans des lieux un peu reculés, notamment, je pense, en Bourgogne notamment, vous avez le sanatorium de Bergestein. Voilà, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on a des bâtiments complètement isolés qui ne sont pas bien reliés au tissu d'activité. Donc faire venir des personnes, voilà, faire un musée, il faut que les gens viennent, ils viennent. Faire un centre, faire des logements, ce n'est pas évident, parce qu'il faut aussi qu'il y ait des moyens de desservir les grands axes de circulation pour que les gens aillent travailler. Alors bien sûr, il y a toujours les projets d'hôtels de luxe, de golf, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, mais ce n'est pas évident. Et là, dans le cadre d'un cours, on a donc la contrainte monument historique qui est là, contrainte qui est aussi un bénéfice. Hein. Le fait que ce soit protégé, c'est reconnu en titre national, mais en termes de reconversion, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Ah, puis alors il y a un magnifique jardin japonais. Oui, tout à fait, voilà, et qui a été aménagé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà. Madame. Oui, vous avez montré une carte postale au début avec l'hôpital Palais d'Argenteuil, oui, avec sa chapelle centrale, et perpendiculairement à l'axe, il y a eu 2 pavillons construits, le premier par Casimir Tollet lui-même en 1881, et un deuxième pavillon plus grand de chirurgie, également construit sur le système Tollet, dont M. Lager parle, oui, très abondamment. Le souci actuellement, vous avez dit, ces bâtiments ont été donnés, l'Hôtel-Dieu et le pavillon Tollet ont été donnés en musée. Bon, ça a été désaffecté. Et le fait que ça soit devenu musée au moment de la construction du nouvel hôpital, c'est resté dans son jus intégral. Voilà. La municipalité a effacé l'identité patrimoniale de ces bâtiments qui n'ont plus de signalétique, voilà, et a attribué les locaux à un tiers-lieu des associations, visant certainement à un projet immobilier sur le terrain. Alors, il y a une tentative de demander pour ces bâtiments le label auprès de la région, le label d'intérêt régional, et il y aurait un grand intérêt régional, on répond à tous les critères, parce que dans la ville d'Argenteuil, avec la Sainte-Unique, Saint-François, Louis XIV, on est passé par tout ça, Héloïse et Abélard, cet hôtel-Dieu a eu une grande importance. Mais ce qui est un objet muséographique qui va disparaître, c'est le pavillon Tollet, qui était une architecture d'urgence basée sur le système aériste, avec des fermes métalliques, un petit remplissage en briques, les lanterneaux pour l'évacuation de l'air vivifié, parce qu'on était, alors que c'est au moment des découvertes de Pasteur, on était encore sur la théorie des miasmes d'Hippocrate dans l'air, donc il fallait aérer. Et ce petit pavillon Tollet, il a même résisté à un bombardement. Monsieur Gaëtan Bonini, qui a travaillé avec Monsieur Lager, en a fait l'étude. Et il a dit que résister au bombardement en 1942, c'était que les fermes métalliques avaient joué un peu le rôle d'une architecture sismique. Et alors que c'était construit, c'était de l'architecture d'urgence, pas chère, économique, et il est toujours là, hein, de 1881. Et il y en a très peu de cette architecture avec ces formes ogivales très particulières, ce soubassement, tout, les éléments de cette théorie hygiéniste. Et le problème est de comment intervenir pour demander qu'il y ait, parce que c'est la dernière chose qu'il faudrait obtenir, et que m'a répondu M. Schoenstein, qui a écrit dans le numéro 31 de In situ, demander un enregistrement, enfin comment on dit,
Un relevé? Oui, un relevé complet de ce pavillon qui certainement va disparaître. Il ne vous a pas parlé d'une protection éventuelle, parce qu'il est, voilà, il est chargé du bureau de la inscription possible. Il n'y a quasiment rien. C'est d'autant plus paradoxal que Argenteuil a été tellement bombardé à cause de sa proximité avec Gennevilliers pendant la Seconde Guerre, qu'un bâtiment 18e, il y en a un, c'est cet Hôtel-Dieu, qui est superbe. Il est en état, les grandes salles de malades de part et d'autre de la chapelle, un séchoir avec une poutraison absolument extraordinaire, toutes les cellules des personnes de confrérie c'est intact, tout, y compris la tisanerie qu'a fait rajouter Tollet, les bains, les cuves, le dépôt des morts, tout est là. La fin de l'appellation Hôtel-Dieu, à quand remonte-t-elle? Et ensuite, quelle est la date du passage des congrégations religieuses à du personnel, une administration qui ne soit plus dépendante des ordres religieux, des hôpitaux? Alors pour la première question, je laisserai peut-être mes collègues répondre pour la deuxième. Pour l'Hôtel-Dieu, on a encore les mentions d'Hôtel-Dieu jusqu'au milieu du XXe siècle. Voilà, on parle souvent encore de l'Hôtel-Dieu. Après, dans les sources, on va plutôt parler vraiment d'hôpital. Voilà, on fait la distinction entre l'hôpital et l'hospice, plutôt au XIXe siècle d'ailleurs, et où on a aussi le modèle de l'hôpital-hospice dont je vous parlais, c'est-à-dire que vous avez les deux missions qui sont, réunies au sein d'un même établissement. Voilà. Mais l'Hôtel-Dieu, le mot Hôtel-Dieu reste dans la dénomination jusqu'au XXe siècle. Et la fin sur les congrégations religieuses, évidemment, c'est 1790, la période révolutionnaire, la nationalisation des biens, qui ôte la gestion des établissements aux congrégations. En revanche, le personnel religieux reste souvent dans les établissements parce il faut du personnel. Après, évidemment, avoir prêté serment révolutionnaire. Voilà. Donc, il y a toujours du personnel ensuite. À partir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir de 1796, les établissements sont confiés pour une bonne part aux communes. Et la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Oui. Dernière question très intéressée, les petits prés. Vous connaissez les petits prés? Parce que je crois que c'est un hôpital psychiatrique. Oui. On plaçait les gens aux petits prés, mais personne. Tout à fait. Alors, les petits prés, c'est à plaisir. C'est à plaisir. Donc effectivement, on en retrouve la trace dans les petites communes, puisque j'en ai pas parlé, mais on a quelques documents. Les maires sont sollicités quand il y a des administrés à placer, soit donc asile de vieillards pour les petits prés. Il y avait également l'hôpital de Clermontoise pour l'asile, l'asile d'aliénés. Voilà, donc c'était vraiment les deux établissements qu'on retrouve, dont dépendaient les communes du Val d'Oise en fait. Eh bien, merci à vous trois. Merci.